Mes cousins fêtèrent leurs 52 mêmes euros, puis j'ai ouvert le coffre avec la clé qu'ils ont ri. Ce n'était pas encore le moment, mais c'était la scène qui tournait en boucle dans ma tête pendant que je les regardais, assis dans ce restaurant luxueux où une bouteille d'eau coûtait plus cher que mon repas de la veille. Ils m'avaient invité, moi, Pierre, leur cousin pauvre, pour savourer leur victoire et ma défaite. Mes cousins célébraient leurs 52 euros quand j'ai ouvert le coffre. Ils riaient de moi, leur cousin pauvre, dans ce restaurant chic. Ce n'était pas encore le moment, mais cette scène tournait en boucle. Inscrivez-vous et laissez votre like pour voir où mon héritage poussiéreux m'a mené. Tout avait commencé une semaine plus tôt, dans le silence pesant du bureau de Maître Laurent, le notaire de la famille. Mes cousins, Antoine et Nicolas, étaient là, vêtus de costumes sur mesure qui semblaient crier leur succès. Moi, j'avais mis ma plus belle chemise, celle que je gardais pour les entretiens d'embauche. Notre grand-père, Armand, nous avait quittés, laissant derrière lui un empire immobilier et financier. Il avait toujours été un homme dur, mais juste, ou du moins c'est ce que je croyais. Maître Laurent a commencé la lecture du testament. Les mots étaient formels, froids. Les propriétés à Paris, les actions, les comptes en Suisse, tout allait à Antoine et Nicolas. La somme totale a été annoncée comme un coup de tonnerre, 52 millions d'euros. J'ai vu le sourire suffisant d'Antoine, le regard méprisant de Nicolas. Ils avaient gagné, ils avaient toujours gagné. Puis, le notaire a prononcé mon nom. Mon cœur a eu un soubresaut stupide. À mon petit-fils, Pierre, qui a toujours préféré les histoires aux chiffres, je lègue le vieux coffre en fer qui se trouve dans mon grenier, ainsi que sa clé unique. Un silence a envahi la pièce. Un silence total, absolu. Puis il a été brisé par un rire. Le rire gras et cruel d'Antoine. Nicolas l'a rejoint, son rire plus aigu, plus perçant. Il riait si fort que leur visage était devenu rouge. « Le trésor de Pierre !» a hurlé Antoine en essuyant une larme de son œil. Un coffre plein de poussière, grand-père avait vraiment de l'humour. Je sentais le sang me monter aux joues. L'humiliation était une brûlure physique, mais j'ai regardé Maître Laurent qui avait un air impassible, et j'ai hoché la tête. Je n'allais pas leur donner le plaisir de me voir craquer. J'ai pris la petite clé rouillée qu'ils me tendaient. Elle était froide et étonnamment lourde dans ma main. Ce soir-là, au restaurant, ils ont commandé le champagne le plus cher. « À grand-père Armand !» a dit Antoine en levant son verre, et à son incroyable sens de l'humour. Ils ont trinqué en me regardant, leurs yeux brillants de malice. Je n'ai pas touché à mon verre. Le coffre était dans le coffre de ma vieille voiture, une masse sombre et silencieuse. Ils pensaient que c'était une blague, une dernière humiliation, mais ils ne connaissaient pas notre grand-père. Armand n'était pas un homme de blague, c'était un homme d'énigme. En sentant le poids de la clé dans ma poche, je savais que ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début. La vraie lecture du testament allait bientôt commencer. J'ai conduit en silence, le rire de mes cousins résonnant encore dans ma tête comme une mauvaise chanson. La vieille Renault Clio semblait protester à chaque virage, comme si elle aussi sentait le poids de l'humiliation. Dans le coffre en fer d'Armand était une présence lourde et froide. En arrivant devant mon petit immeuble de banlieue, le contraste avec le restaurant étoilé où nous étions était brutal. Mon appartement était simple, propre, mais chaque meuble racontait une histoire de fin de mois difficile. J'ai dû demander l'aide de mon voisin, un jeune homme nommé Léo, juste pour monter le coffre par les 3 étages sans ascenseur. Il était incroyablement lourd. Une fois dans mon salon, il occupait presque tout l'espace, un monolithe de fer et de mystère. Je l'ai remercié et je me suis retrouvé seul avec mon héritage. Je me suis assis par terre, le dos contre le canapé, et je l'ai regardé pendant un long moment. La surface était couverte de rouille par endroits, mais on pouvait voir des gravures complexes sous la saleté, des motifs que je ne reconnaissais pas. Mon grand-père Armand disait toujours « La plus grande richesse n'est pas celle qu'on affiche, mais celle qu'on découvre ». Il me disait ça quand on se promenait dans les marchés aux puces, cherchant des livres rares. Pour Antoine et Nicolas, la richesse était un chiffre sur un compte en banque, un costume cher, une bouteille de champagne à 1000 euros. Pour Armand, c'était autre chose. J'ai sorti la clé de ma poche. Elle semblait minuscule par rapport à la serrure massive et ornée. J'ai hésité une seconde. Et si mes cousins avaient raison? Et si à l'intérieur il n'y avait que de vieilles paperasses sans valeur, une dernière blague d'un vieil homme excentrique? L'humiliation du restaurant était encore vive.
leur sourire suffisant, leur pitié feinte. Non, je ne pouvais pas leur donner cette satisfaction. J'ai inséré la clé dans la serrure, elle a grincé. J'ai dû forcer un peu, la rouille avait fait son travail. Puis avec un clac sonore qui a résonné dans le silence de mon appartement, le mécanisme s'est déverrouillé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai soulevé le lourd couvercle. À l'intérieur, pas de lingots d'or, pas de diamants. Une odeur de vieux papier et de cuir a envahi la pièce. Le coffre était rempli de vieux registres comptables reliés en cuir, de liasses de lettres attachées avec de la ficelle, de quelques photos en noir et blanc et de cartes géographiques jaunies. Au premier abord, c'était décevant. C'était exactement ce que mes cousins avaient imaginé, les archives poussiéreuses d'un vieil homme. J'ai commencé à sortir les objets un par un, les posant délicatement sur mon tapis. Il y avait des registres de toutes les propriétés qu'Armand avait achetées et vendues depuis les années 50. Des lettres d'amour à ma grand-mère, des photos de mon père, enfant, des souvenirs. C'était touchant, mais ça ne valait pas 52 millions d'euros. Puis, tout au fond, sous une pile de cartes de la région de Normandie, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Ce n'était pas un registre, c'était un journal personnel, relié en cuir noir, beaucoup plus récent que le reste. Sur la première page, écrit de la main tremblante mais reconnaissable de mon grand-père, il y avait une seule phrase. Pour Pierre, la vraie comptabilité. J'ai froncé les sourcils. La vraie comptabilité? Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai feuilleté les pages. Elles n'étaient pas remplies de chiffres, mais d'histoires, de notes, de noms. Et c'est là que j'ai vu leurs noms. Antoine, Nicolas. Et à côté de chaque nom, des dates et des descriptions d'événements que je ne comprenais pas. Ce n'était pas un héritage, c'était un dossier. Je suis resté assis sur le sol de mon salon pendant ce qui m'a semblé être des heures, le journal en cuir noir posé sur mes genoux. La lumière du lampadaire de la rue filtrait à travers mes rideaux, projetant de longues ombres qui dansaient autour du coffre en fer, le rendant encore plus imposant. Le rire de mes cousins était un écho lointain maintenant, remplacé par le silence lourd de la vérité qui commençait à peine à se dévoiler. J'ai ouvert le journal à la première page marquée du nom d'Antoine. L'écriture de mon grand-père était précise, presque clinique. Ce n'était pas un journal intime, c'était un livre de comptes d'un autre genre. Chaque entrée était une transaction, une date, un lieu et une description concise. 14 mars 2018. Vente de l'immeuble rue de la Paix. Prix officiel, 2,2 millions. Prix réel, 3,5 millions. Différences versées sur le compte de la société écran Innovest au Luxembourg. Gérant, Antoine. Mon souffle s'est coupé. J'ai tourné les pages, fébrile. Il y en avait des dizaines. Des transactions immobilières sous-évaluées, des factures gonflées pour des rénovations qui n'avaient jamais eu lieu, des dividendes de sociétés familiales détournés vers des comptes offshore. C'était une hémorragie financière qui durait depuis plus de 10 ans. Antoine et Nicolas avaient méthodiquement pillé la fortune de leur propre grand-père, morceau par morceau, pensant qu'il était trop vieux ou trop distrait pour s'en rendre compte. Mais il avait tout vu, tout noté. Je me suis souvenu d'une chose que mon grand-père Armand me disait souvent quand nous réparions de vieilles horloges ensemble dans son atelier. Il tapotait le mécanisme complexe et disait « Les murs les plus solides sont construits avec des secrets, mais une seule fissure peut tout faire tomber. » Je n'avais jamais vraiment compris ce qu'il voulait dire. Maintenant, je tenais la fissure dans mes mains. Ce journal était le marteau qui pouvait faire s'écrouler leur empire bâti sur le mensonge. Une rage froide a commencé à monter en moi, chassant l'humiliation. Ce n'était pas de la colère chaude et impulsive, mais quelque chose de plus profond, de plus calculé. Ils ne s'étaient pas contentés de me mépriser. Ils avaient trahi l'homme qui leur avait tout donné. Les 52 millions d'euros qu'ils avaient hérités n'étaient que la partie visible de l'iceberg, la partie qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de voler. J'ai continué ma lecture jusqu'à l'aube. Le journal détaillait tout, avec des numéros de compte, des noms de contacts, des copies de documents cachés dans un double fond du coffre que je n'avais pas encore trouvé. Armand avait passé les dernières années de sa vie non pas à se reposer, mais à construire ce dossier. Il n'avait pas légué à ses 2 autres petits-fils une fortune, il leur avait tendu une corde, et il m'avait donné, à moi, le pouvoir de tirer dessus. Le coffre n'était pas un lot de consolation, c'était une arme.
La clé rouillée n'était pas le symbole de ma pauvreté, mais la clé de leur destruction. J'ai regardé le soleil se lever, ses premiers rayons illuminant la poussière qui flottait dans l'air. Le champagne cher, les costumes sur mesure, leurs sourires arrogants, tout cela allait bientôt disparaître. Ils avaient célébré leur victoire trop tôt. La partie d'échecs n'était pas terminée. Mon grand-père venait de me passer la main et c'était à mon tour de jouer. J'ai posé le journal, j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé la carte de visite de Maître Laurent, le notaire. La première question était simple. Était-il un complice ou juste un pion ignorant dans leur jeu? Je devais le découvrir. Le lendemain matin, après une nuit sans sommeil passée à relire les pages du journal d'Armand, j'ai pris mon téléphone. Mes doigts étaient froids quand j'ai composé le numéro de l'étude de Maître Laurent. Une secrétaire à la voix neutre a répondu. J'ai demandé un rendez-vous urgent, expliquant que j'avais des questions sur la succession de mon grand-père. Elle m'a proposé un créneau l'après-midi même, son ton suggérant qu'elle me faisait une faveur. J'ai enfilé la même chemise que pour la lecture du testament. Mais cette fois, je ne me sentais plus humilié. Je portais le journal noir dans une vieille sacoche en cuir qui avait appartenu à mon père. L'étude du notaire était exactement comme dans mon souvenir. Des boiseries sombres, une odeur de cire et de vieux papier, un silence de cathédrale. Tout ici respirait l'ordre, la tradition, la légalité. C'était le décor parfait pour cacher les pires trahisons. Maître Laurent m'a reçu dans son bureau imposant. Il était assis derrière un bureau en acajou massif, grand comme une table de ping-pong. Il a joint les mains et m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Monsieur » a-t-il commencé d'un ton un peu las. « Je comprends votre déception, mais le testament de votre grand-père est formel. Il n'y a rien que l'on puisse faire. » Il pensait que j'étais venu me plaindre. « Parfait. Je ne viens pas contester le testament, Maître Laurent, » ai-je répondu calmement. « Je viens le comprendre. » J'ai sorti de ma sacoche non pas le journal, mais l'un des vieux registres comptables. Je l'ai posé sur son bureau. Mon grand-père m'a légué ses archives. En les parcourant, j'ai trouvé des choses curieuses. Par exemple, la vente de cet immeuble rue de la Paix en 2018, le prix de vente semble bas, n'est-ce pas? Il a jeté un œil distrait au registre. Les prix fluctuent, c'est le marché. Ce sont de vieux documents, ils n'ont qu'une valeur sentimentale. Son impatience était palpable. Il voulait se débarrasser de moi. C'était le moment. J'ai lentement sorti le journal en cuir noir et je l'ai posé à côté du registre. Son regard s'est attardé sur l'objet. Il a froncé les sourcils. « Mon grand-père a aussi laissé ceci », ai-je dit doucement. Il a appelé ça « la vraie comptabilité ». J'ai ouvert le journal directement à la page concernant la vente de l'immeuble de la rue de la Paix. Sans un mot, j'ai fait glisser le livre sur l'immense bureau jusqu'à ce qu'il soit devant lui. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé. Maître Laurent a baissé les yeux. Il a lu la première ligne, puis la deuxième. J'ai vu un changement subtil s'opérer sur son visage. Sa mâchoire s'est crispée. Il a enlevé ses lunettes, les a essuyées avec un mouchoir, puis les a remises, comme pour s'assurer qu'il lisait bien. Il a relu l'entrée, ses lèvres bougeant silencieusement. La description précise de la fraude, le nom de la société écran, le numéro du compte au Luxembourg et le nom d'Antoine. Le silence dans le bureau est devenu électrique. Le notaire a levé la tête. Son assurance professionnelle avait disparu. Son visage était pâle. Pour la première fois, il me regardait non pas comme le cousin pauvre et pathétique, mais comme le porteur d'un secret dévastateur. « Où avez-vous trouvé ça ?» a-t-il demandé, sa voix n'étant plus qu'un murmure étranglé. Je savais à cet instant qu'il n'était pas complice. Il était aussi une victime de leurs mensonges, et il venait de comprendre que l'héritage de 52 millions d'euros était la pointe d'un iceberg de criminalité. Maître Laurent a mis plusieurs secondes à relever la tête. Son visage, d'habitude si lisse et professionnel, était un masque de stupeur. Il a passé une main tremblante dans ses cheveux gris, un geste si peu caractéristique que j'ai su que sa forteresse de certitude venait de s'effondrer. Il a poussé le journal vers moi sur le bureau, comme si l'objet le brûlait. « C'est l'écriture de votre grand-père. » Sans aucun doute, a-t-il murmuré. Sa voix n'était plus celle d'un notaire s'adressant à un client, mais celle d'un homme qui venait de regarder dans un abîme. Je n'arrive pas à le croire. Antoine et Nicolas, depuis toutes ces années, sous mon nez,
Il s'est levé et a fait les 100 pas dans son bureau, s'arrêtant devant la grande fenêtre qui donnait sur le boulevard. Il ne regardait pas la ville. Il regardait le reflet de sa propre crédulité. « Ils ont utilisé l'étude », a-t-il dit, plus pour lui-même que pour moi. Ils apportèrent les documents. Les signatures semblaient en ordre. Je n'ai jamais eu de raison de douter. Armand leur faisait confiance. Ou du moins, c'est ce qu'il leur laissait croire. Il s'est retourné vers moi, ses yeux brillants d'une nouvelle lueur. Ce n'était plus de la pitié ou de la surprise, mais une colère froide et déterminée. Votre grand-père était un homme exceptionnellement intelligent, Pierre. Il ne vous a pas laissé ce coffre par dépit. Il vous a laissé une mission, et il savait que vous seriez le seul à la comprendre. J'ai hoché la tête, sentant le poids de cette vérité. Que faisons-nous maintenant? Maître Laurent est revenu s'asseoir à son bureau. Son visage avait retrouvé une partie de son calme, mais c'était désormais le calme d'un prédateur. Nous ne pouvons pas aller à la police avec juste ce journal. Il le rejetterait comme les divagations d'un vieil homme, et cela alerterait vos cousins. Il ferait disparaître l'argent et toutes les preuves en moins de 24 heures. Non, nous devons être plus malins. Nous devons utiliser la méthode d'Armand. Il a tapoté le journal du bout des doigts. Ceci est notre carte au trésor. Chaque entrée, chaque nom de société, chaque numéro de compte est une piste. Nous allons les suivre, une par une, en silence. Je vais utiliser mon accès professionnel pour demander des documents officiels, des actes de propriété, des statuts de société. Des choses qui ne lèveront pas de soupçons au début. Nous allons construire un dossier en béton armé, avec des preuves irréfutables. Il s'est penché en avant, sa voix baissant d'un ton. Mais vous devez comprendre, Pierre, c'est dangereux. Ces hommes n'ont pas volé quelques milliers d'euros. Ils ont détourné des dizaines de millions. Ils ne reculeront devant rien pour protéger leur fortune et leur liberté. Vous ne devez parler de ça à personne. Absolument personne. Ils m'ont invité pour savourer leur victoire et ma défaite, me montrant leur richesse pendant que je pensais à mon pauvre repas. Comment réagiriez-vous à une telle humiliation? Dites-moi en commentaire et partagez. Je comprends, ai-je répondu, ma propre voix ferme. La peur était là, quelque part au fond de moi, mais elle était étouffée par un sentiment de justice. Bien. Votre première tâche, a-t-il poursuivi, est de retourner à ce coffre. Votre grand-père mentionne des copies de documents cachés dans un double fond. Trouvez-les. Étudiez chaque papier, chaque lettre, chaque carte. Vous connaissiez l'homme mieux que quiconque. Vous pourriez voir des choses que je ne verrai pas. Il m'a tendu la main par-dessus le bureau. Je l'ai serrée. Sa poignée était forte, déterminée. Ce n'était plus la main condescendante d'un notaire, mais celle d'un allié. En quittant l'étude, je ne me sentais plus comme la victime d'une injustice. Je me sentais comme un chasseur. Mes cousins avaient célébré leur héritage. Maintenant, j'allais commencer à collecter le mien. Pas l'argent, mais la justice. La vraie lecture du testament ne faisait que commencer. De retour dans mon appartement, le coffre en fer trônait au milieu de mon salon, non plus comme un symbole d'humiliation, mais comme le centre de commandement de ma nouvelle vie. Les paroles de Maître Laurent résonnaient dans ma tête. Trouver le double fond. La mission était claire. J'ai passé le reste de la journée à vider entièrement le coffre, à étaler méticuleusement chaque registre, chaque liasse de lettres, chaque carte sur le sol de mon petit salon. Bientôt, il n'y avait plus de place pour marcher. C'était le chaos organisé d'une vie entière, celle de mon grand-père Armand. J'ai examiné l'intérieur du coffre. Le métal était froid et lisse. J'ai tapoté le fond, les parois, écoutant le son. Rien. Pas de son creux, pas de panneau qui bouge. J'ai cherché un mécanisme, un bouton caché dans les gravures complexes qui ornèrent l'extérieur, mais sans succès. La frustration commençait à monter. Et si Maître Laurent s'était trompé? Et si mon grand-père avait simplement voulu que je lise ses souvenirs? Épuisé, je me suis assis par terre, le dos contre le canapé. Mon regard s'est posé sur une pile de vieilles cartes géographiques de la Normandie, la région où Armand avait grandi. Il aimait me raconter des histoires sur sa jeunesse là-bas, sur les secrets que la terre gardait. Machinalement, j'ai pris la carte du dessus. Elle montrait la côte, près d'un petit village de pêcheurs. Quelque chose était différent sur celle-ci. Au lieu des annotations habituelles sur les distances ou les noms de lieux, il y avait de petites croix dessinées à l'encre rouge et à côté de chacune, une série de chiffres. Ça ressemblait à des coordonnées, mais pas des coordonnées géographiques.
C'est alors que je me suis souvenu. Les horloges. Mon grand-père était obsédé par les vieilles horloges à mécanisme complexe. Il m'avait appris à les démonter et à les remonter. Il disait toujours que chaque pièce avait sa place et sa fonction, même la plus petite vis. Et il avait une passion pour les serrures à combinaison. Mon regard est revenu se poser sur le coffre. Les gravures n'étaient pas juste décoratives, c'étaient des rouages, des engrenages, des symboles qui s'entremêlaient. Et sur le bord intérieur du couvercle, presque invisible, il y avait 4 petits disques métalliques, chacun gravé de chiffres de 0 à 9. Une serrure à combinaison cachée, les chiffres sur la carte. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je reportais la première série de chiffres de la carte sur les disques. 3, 8, 1, 5. J'ai tourné chaque disque jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Rien ne s'est passé. J'ai essayé la deuxième série de coordonnées. 7, 2, 9, 4. Encore une fois, rien. Mon cœur s'est serré. J'avais tort. J'allais abandonner quand mes yeux sont tombés sur une dernière annotation sur la carte, à l'écart des autres, écrite d'une main plus fine, là où tout a commencé. Et une seule série de chiffres. 1, 9, 4, 4. L'année du débarquement en Normandie. L'année où mon grand-père, alors adolescent, avait perdu ses parents et avait dû apprendre à survivre seul. C'était le point de départ de sa vie, de sa fortune. Avec un dernier espoir, j'ai composé 1, 9, 4, 4 sur les disques. Un léger clic a retenti, presque inaudible. J'ai à peine osé respirer. J'ai poussé doucement la plaque de métal au fond du coffre. Elle a pivoté sur un axe invisible, révélant un compartiment secret. À l'intérieur, il n'y avait pas de liasse de billets. Il y avait quelque chose de bien plus précieux. Une série de petits carnets noirs identiques au premier et une clé en laiton, attachée à une étiquette en cuir sur laquelle était gravé le nom d'une banque suisse à Genève et un numéro de coffre-fort. J'ai compris que le premier journal n'était que le prologue. La véritable histoire de la trahison d'Antoine et Nicolas était là, dans ce compartiment secret et dans ce coffre en Suisse. Le cœur battant, j'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro de Maître Laurent. Il a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix toujours aussi posée. « Maître Laurent, c'est Pierre, je l'ai trouvé. » Il y a eu un court silence à l'autre bout du fil. « Le double fond ?» a-t-il demandé, une pointe d'excitation perçant son calme habituel. « Oui, il y avait d'autres carnets, comme le premier, et une clé. Une clé de coffre-fort pour une banque à Genève. » J'ai entendu Laurent prendre une profonde inspiration. « Excellent. C'est mieux que ce que j'espérais. » Armand était un homme prudent. Il savait qu'Antoine et Nicolas seraient capables de tout pour mettre la main sur sa fortune. Il a dû construire une forteresse de secrets pour protéger la vérité. « Que dois-je faire maintenant ?» ai-je demandé, la clé en laiton semblant me brûler la paume. « Vous devez aller à Genève, Pierre, immédiatement. Ne parlez de ça à personne. Ne contactez pas vos cousins. Agissez comme si vous aviez accepté votre sort. Je vais vous transférer de l'argent pour le voyage et l'hôtel. Considérez cela comme une avance sur les honoraires que nous récupérerons sur leur part d'héritage. » Sa confiance était contagieuse. Pour la première fois, je sentais que la balance de la justice commençait, très lentement, à pencher de mon côté. Après avoir raccroché, j'ai réservé le premier train pour Genève. J'ai fait un sac en quelques minutes, 2 chemises, des affaires de toilette et les carnets noirs que j'avais trouvés. La clé, je l'ai glissée dans la poche intérieure de ma veste, là où je pouvais la sentir contre ma poitrine, comme un talisman. En fermant la porte de mon petit appartement, je me suis senti différent. Je ne fuyais pas, je partais en mission. Le voyage en train a duré quelques heures. Le paysage défilait par la fenêtre, mais je ne le voyais pas vraiment. J'ai sorti l'un des nouveaux carnets. Les pages étaient remplies de la même écriture serrée que le premier, mais le ton était différent. Il ne s'agissait plus de souvenirs, mais de faits. Des numéros de compte, des transcriptions de conversations enregistrées secrètement, des détails sur des transactions immobilières douteuses menées par mes cousins en utilisant l'argent de mon grand-père, bien avant sa mort. Antoine et Nicolas ne s'étaient pas contentés d'influencer un vieil homme pour changer un testament. Ils le volaient depuis des années. Mon grand-père le savait. Il avait tout documenté, pièce par pièce, créant un dossier accablant contre ses propres petits-fils. En lisant ces lignes, je me suis souvenu d'une chose que mon grand-père me disait souvent quand je l'aidais à réparer ses vieilles horloges. Il disait que les murs les plus solides sont construits sur les secrets les plus profonds. Je comprenais maintenant.
Ils n'avaient pas construit un mur pour me tenir à l'écart, mais pour protéger mon véritable héritage de la cupidité de mes cousins. Le train est arrivé à la gare de Genève en fin d'après-midi. L'air était frais, différent de celui de Paris. La ville était propre, ordonnée, silencieuse. Elle respirait l'argent et la discrétion. J'ai pris un taxi et donné l'adresse de la banque indiquée sur l'étiquette de la clé. Le bâtiment était une forteresse de marbre et de verre, intimidante et impersonnelle. Des hommes en costume entraient et sortaient avec une assurance que je n'avais jamais connue. Pendant un instant, le doute m'a envahi. Moi, Pierre, avec ma chemise froissée et mon sac de voyage bon marché, qu'est-ce que je faisais là? Puis j'ai senti le poids de la clé dans ma poche. J'ai redressé les épaules, j'ai traversé les portes vitrées et je me suis dirigé vers le comptoir. La vraie lecture du testament allait enfin avoir lieu. Devant le comptoir en marbre poli, j'ai attendu mon tour, le cœur battant au rythme lent et lourd d'une horloge de grand-père. Une femme élégante devant moi discutait de millions de francs suisses, avec la même décontraction que si elle commandait une baguette. Quand elle est partie, laissant derrière elle un parfum coûteux, je me suis avancé. Un homme d'une cinquantaine d'années, au visage impassible et portant un badge au nom de Charles, a levé les yeux vers moi. « Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider ?» Sa voix était polie, mais aussi froide que le marbre qui nous séparait. J'ai sorti la clé de ma poche, la posant doucement sur le comptoir. Le petit bruit du laiton sur la pierre a semblé résonner dans le silence de la banque. Je viens pour accéder à un coffre-fort. Charles a pris la clé, l'a examinée, puis a tapé le numéro de l'étiquette sur son clavier. Il a froncé les sourcils un instant. « Le coffre de Monsieur Armand. Il nous faut une pièce d'identité, s'il vous plaît. Et il y a un mot de passe requis pour l'accès. » Mon sang s'est glacé. Un mot de passe. Ni mon grand-père ni maître Laurent ne m'avaient parlé de ça. J'ai tendu mon passeport, mon esprit tournant à toute vitesse. Qu'est-ce que ça pouvait être? Une date? Un nom? J'ai pensé aux chiffres sur la carte. 1944. C'était une possibilité. « Le mot de passe, monsieur ?» a insisté Charles, sa patience visiblement limitée. J'ai pris une grande inspiration. « Là où tout a commencé, » ai-je dit, reprenant les mots écrits sur la carte. Le visage de Charles est resté neutre, mais il a tapé la phrase dans son ordinateur. Une petite lumière verte s'est allumée sur son écran. Il a hoché la tête. « Très bien. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Je l'ai suivi à travers un dédale de couloirs feutrés jusqu'à une immense porte circulaire en acier, qui ressemblait à l'entrée d'un bunker. En la voyant, j'ai repensé à ce que mon grand-père disait, que les murs les plus solides sont construits sur les secrets les plus profonds. Il avait littéralement bâti une forteresse pour protéger le sien. Charles a utilisé sa propre clé en même temps que la mienne et nous avons tourné les poignets en synchronisation. La porte massive a pivoté sans un bruit, révélant la salle des coffres. Des centaines de boîtes métalliques de toute taille tapissaient les murs du sol au plafond. Il m'a conduit au numéro 342, une boîte de taille moyenne. Il a inséré les 2 clés, a tourné, puis s'est retiré. La salle privée est juste là. Appuyez sur le bouton quand vous aurez terminé. Je me suis retrouvé seul. Mes mains tremblaient en tirant le lourd tiroir en métal. Il était rempli à ras-bord. Au-dessus, une simple enveloppe scellée avec mon nom, Pierre, écrit de la main de mon grand-père. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une lettre et un document juridique. La lettre était courte. « Mon cher Pierre, si tu lis ceci, c'est que tu as été assez malin pour suivre les miettes que j'ai laissées. Je suis désolé de t'avoir imposé cette épreuve. Tes cousins sont devenus avides, aveuglés par l'argent. Ils m'ont manipulé, mais je n'ai jamais été dupe. Ce coffre contient le seul et unique testament valide, rédigé et signé il y a 1 an, ainsi que toutes les preuves de leur malversation. Ce n'est pas l'argent qui est ton héritage, c'est la justice. Fais ce qui est juste. » J'ai déplié le document qui l'accompagnait. C'était un testament officiel, daté, contresigné par 2 témoins et authentifié par un autre notaire, ici à Genève. Il annulait tous les testaments précédents. Dans celui-ci, Antoine et Nicolas ne recevaient rien, absolument rien. La totalité de la fortune, les 52 millions d'euros, m'était léguée. J'ai dû relire la phrase 3 fois pour y croire. J'avais en main la bombe qui allait faire exploser leur monde de mensonges. Je suis resté assis sur le petit tabouret de la salle privée pendant ce qui a semblé être une éternité.
Le vrai testament posé sur mes genoux. 52 millions d'euros. La somme était si absurde, si vertigineuse, qu'elle n'avait aucun sens. Ce n'était pas l'argent qui me secouait, mais la portée du plan de mon grand-père. Il m'avait fait confiance, non pas pour gérer sa fortune, mais pour rétablir la vérité. Il m'avait donné une arme, et maintenant, je devais apprendre à m'en servir. Sous le testament se trouvaient des dossiers méticuleusement organisés. Chaque dossier correspondait à une transaction frauduleuse, un détournement de fonds. Il y avait des copies de relevés bancaires offshore, des enregistrements audio de conversations où Antoine se vantait d'avoir imité la signature d'Armand, et des photos de Nicolas rencontrant des hommes d'affaires véreux. Mes cousins n'étaient pas seulement des héritiers avides, c'étaient des criminels. Ils avaient saigné l'empire de mon grand-père à blanc, goutte à goutte, pendant des années, tout en lui souriant lors des déjeuners de famille. La nausée m'est montée à la gorge. J'ai repensé à toutes les fois où ils m'avaient traité avec condescendance, me jetant quelques miettes de leur richesse volée. Le dîner de célébration, leur rire en me voyant avec le vieux coffre, tout cela n'était que la dernière insulte d'une longue série. Je me suis souvenu d'une phrase que mon grand-père me répétait quand nous jardinions ensemble. « La justice est une graine lente, Pierre, mais son arbre finit toujours par briser la pierre. » La graine avait été plantée il y a longtemps, et l'arbre était sur le point de fendre leur monde en deux. J'ai sorti mon téléphone et appelé Maître Laurent. Ma voix était étonnamment stable quand il a répondu. « Je les ai-je dit simplement. Le testament, les preuves, tout. Je n'en attendais pas moins de vous, Pierre. Et d'Armand, a répondu Laurent, son ton toujours calme, mais je pouvais déceler une note de triomphe. Écoutez-moi attentivement. Le testament genevois est irréfutable. Il annule celui de Paris. Légalement, vous êtes l'unique héritier. Nous pourrions simplement le présenter et les laisser s'effondrer. Il a marqué une pause. Mais ce ne serait pas juste, n'est-ce pas? Pas après ce qu'ils vous ont fait. Pas après la façon dont ils ont sali la mémoire de votre grand-père. Non, ai-je répondu, une froide détermination s'installant en moi. Ce ne serait pas suffisant. Je pensais bien. Alors voici le plan. Dans 2 jours, la Fondation Armand organise son gala de charité annuel à Paris. Vos cousins, en tant que nouveaux dirigeants, prononceront le discours d'ouverture. Ils vont parler de l'héritage de leur grand-père, de sa générosité, de ses valeurs. Un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. Je comprenais où ils voulaient en venir. C'est la scène parfaite, ai-je murmuré. Exactement. Vous allez rentrer à Paris demain. Ne les contactez pas. Agissez comme si vous étiez vaincu. Je vais préparer les documents nécessaires et contacter un huissier de justice discret et un journaliste de confiance. Nous n'allons pas seulement leur reprendre l'argent, Pierre. Nous allons leur reprendre leur nom, leur réputation, devant tout le monde qu'ils ont passé leur vie à essayer d'impressionner. Je serai là, ai-je dit. Bien. Reposez-vous, Pierre. La guerre est presque terminée. Il ne reste plus que la bataille finale. En raccrochant, j'ai rangé les documents dans le coffre, ne gardant que le testament sur moi. En sortant de la banque, l'air frais de Genève m'a semblé différent. Ce n'était plus l'air de l'exil, mais celui qui précédait la tempête. La vraie lecture du testament n'aurait pas lieu dans un bureau de notaire, mais sur une scène sous les projecteurs. Le soir du gala, je suis entré dans la grande salle de réception de l'hôtel de Crillon. Les lustres brillaient sur une mer de robes de soirée et de smoking. Au fond, sur une estrade, un grand portrait de mon grand-père Armand dominait la scène. Mes cousins, Antoine et Nicolas, se pavanaient, serrant des mains, leurs sourires aussi faux que les compliments qu'ils recevaient. Je portais un costume simple mais bien coupé, acheté le matin même. Je n'étais plus le cousin pauvre venu quémander. J'étais l'exécuteur testamentaire de la vérité. J'ai repéré Maître Laurent près du bar, discutant avec un homme tenant un carnet de notes, le journaliste qui l'avait mentionné. Il m'a fait un discret signe de tête. Le plan était en marche. Après le plat principal, Antoine est monté sur scène. Il a tapoté le micro, le silence s'est fait. Ce soir, nous célébrons la mémoire d'un grand homme, notre grand-père, Armand, a-t-il commencé, sa voix pleine d'une émotion feinte. Il nous a enseigné l'importance de la famille, de l'intégrité, et il nous a laissé un héritage que nous promettons d'honorer. Le public a applaudi poliment. C'était mon signal. Je me suis levé et j'ai marché calmement vers l'estrade. Des murmures ont parcouru la salle. Nicolas m'a vu arriver, un éclair de mépris dans les yeux.
« Pierre, qu'est-ce que tu fais? La place du personnel est en cuisine », a-t-il sifflé, assez bas pour que seuls ceux près de la scène entendent. Je l'ai ignoré. J'ai pris le deuxième micro. Antoine essayait de me faire signe de partir, son visage passant de l'embarras à la colère. « Bonsoir à tous », ai-je dit, ma voix résonnant clairement dans la salle. « Je suis Pierre, le petit-fils d'Armand. Mon cousin a raison. Mon grand-père nous a laissé un héritage. À eux, il a laissé un testament signé sous la contrainte. À moi, il a laissé un vieux coffre en fer. » Des rires étouffés se sont fait entendre. Antoine et Nicolas ont souri, pensant que je me ridiculisais. Ils ont beaucoup ri de ce coffre, ai-je continué, mon regard fixé sur eux. Mais ils ont oublié la première leçon de notre grand-père. Les choses les plus précieuses sont souvent cachées. Dans ce coffre, il y avait la clé de son vrai testament, celui rédigé à Genève. Le sourire d'Antoine s'est figé. Le visage de Nicolas est devenu blanc. « Maître Laurent, si vous voulez bien, » ai-je dit. Sur l'écran géant derrière nous, le portrait d'Armand a été remplacé par une copie haute définition du testament suisse. Les clauses étaient claires. J'étais le seul héritier. Puis des extraits des carnets sont apparus, détaillant les fraudes. Enfin, la voix enregistrée d'Antoine a rempli la salle, se vantant d'avoir détourné des fonds. Le silence était total, brisé seulement par le cliquetis des appareils photos du journaliste. Antoine a laissé tomber son micro, qui a roulé sur le sol avec un bruit sourd. Nicolas a fait un pas vers moi, le poing serré, mais 2 agents de sécurité discrets l'ont intercepté. La panique et l'humiliation se lisaient sur leurs visages. Les invités les regardaient, non plus avec admiration, mais avec un mélange de pitié et de dégoût. Leur monde venait de s'effondrer en direct. 2 jours plus tard, j'étais assis dans le bureau de mon grand-père. Les journaux étaient apposés sur la table, leurs titres criant le scandale. Antoine et Nicolas étaient en garde à vue, leurs comptes gelés. La justice avait été rapide. Je n'ai ressenti ni joie, ni triomphe. Juste un calme profond. J'ai regardé par la fenêtre vers le jardin qu'Armand aimait tant. Je me suis souvenu de ce qu'il me disait en plantant des jeunes arbres. La justice est une graine lente, Pierre, mais son arbre finit toujours par briser la pierre. La pierre avait été brisée. Et maintenant, il était temps pour moi de m'occuper du jardin, de la poussière du coffre à leur déchéance. La justice est lente, mais mon arbre a brisé leur pierre. Qu'avez-vous pensé de cette revanche? Abonnez-vous pour plus d'histoires comme la mienne.